Bonjour et bienvenue à cette deuxième séance de lundi numérique de la saison 2024-2025. Aujourd'hui, la présentation concernera la base chromobase, donc du pigment au pixel, la fabrique de la chromobase. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi Charlotte Ribeyrol, donc professeure en littérature britannique du 19e siècle et responsable du projet ERC Chromotope, mené en partenariat avec Sorbonne Université, l'Université d'Oxford et le Conservatoire national des arts et métiers, et Arnaud Dubois, chargé de recherche CNRS au laboratoire écoanthropologie du Musée de l'Homme et chercheur associé au Conservatoire national des arts et métiers. Donc, je m'excuse pour ce petit retard dans le commencement de la réunion et je donne tout de suite la parole à Charlotte et Arnaud pour vous présenter la base. Vous pouvez bouger un peu l'écran vers vous. Je vous remercie. Merci beaucoup, Federico. Bonjour à tous et à toutes. Merci pour votre invitation. Nous sommes absolument ravis de vous présenter aujourd'hui notre chromobase, la base de données du projet ERC Chromotope que je pilote depuis 2019 et qui, hélas, entre déjà dans sa dernière année. Alors, nous avons prévu de prendre la parole à tour de rôle pour vous expliquer tout d'abord comment l'idée de cette chromobase nous est venue et le rôle clé qu'elle joue dans notre projet, à la fois en termes de création de contenu scientifique innovant et de dissémination. Puis mon collègue Arnaud Dubois détaillera l'architecture, le design de la plateforme et les défis numériques que nous avons eu à relever lors de la conception de cet outil. Et je conclurai enfin avec quelques mots sur la manière dont nous envisageons l'avenir de la chromobase, car cette question de la pérennité des bases de données se pose pour tous les programmes de recherche dont le financement est limité dans le temps. Alors, je vais commencer, si vous me le permettez, par une confession. Lorsque je me suis lancée fin 2017 dans le montage assez complexe de mon projet ERC, je n'anticipais nullement toutes les questions que la création de la chromobase allait soulever. Car Chromotope n'est pas à l'origine un projet de base de données, à la différence d'autres grands programmes de recherche en SHS autour de la couleur, comme ArtTechne de Sven Dupré, par exemple. Chromotope, c'est d'abord une équipe pluridisciplinaire de 15 chercheuses de Sorbonne Université, du CNAM, de l'Université d'Oxford, qui s'est donné comme objectif de comprendre ce que j'ai appelé le tournant chromatique de la seconde moitié du 19e siècle et son impact sur les arts et les lettres en France, en Angleterre et en Allemagne. Cette période est en effet particulièrement importante dans l'histoire de la couleur car elle marque l'avènement des premiers colorants de synthèse, dits d'aniline ou coal tar dyes en anglais, qui ont durablement transformé l'industrie textile, mais aussi plus généralement le travail des artistes et la langue des poètes. Alors, étant moi-même littéraire de formation, je souhaitais que cette question cruciale de la place de la couleur dans le texte se trouve au cœur du projet, sachant que les études littéraires n'ont pas encore vraiment investi le champ des color studies ou études sur la couleur, aujourd'hui en plein essor, 30 ans après les recherches pionnières de Michel Pastoureau et de John Gage. Alors, en quoi consiste ce nouveau champ des color studies dans lequel notre réflexion s'inscrit? Eh bien, à penser la couleur non pas comme une donnée subjective, mais comme un fait social. Alors, ce qui impose d'adopter une méthodologie nouvelle au croisement de plusieurs disciplines. D'où la grande diversité de l'équipe Chromotope, où se côtoient conservateurs de musées, chercheuses et chercheurs en littérature, en histoire de l'art, en histoire des sciences, en chimie, ou encore en anthropologie, comme c'est le cas pour Arnaud. Alors, selon Michel Pastoureau, en effet, toute description, toute notation de couleur est étroitement culturelle et pleinement idéologique. En d'autres termes, la couleur s'appréhende toujours dans un contexte culturel bien précis, qui dépendra du lieu ou de l'époque où l'on vit. Mais contrairement à la perspective essentiellement diachronique de Pastoureau, qui, on le sait, a écrit de magnifiques histoires de couleurs de l'Antiquité à nos jours, ce que notre approche synchronique tente de mettre en avant, c'est qu'un changement radical de paradigme s'opère précisément au XIXe siècle. À cette époque, le regard sur la couleur, jusque-là minoré, vilipendé, change car la science, en particulier la chimie, la psychologie, l'optique, la physique, l'anthropologie et l'archéologie, s'emparent de la couleur au point d'en révolutionner la perception et la production.
Alors, cette révolution est bien connue des historiens des sciences. Ce qui l'est beaucoup moins, en revanche, c'est la manière dont les nouveaux colorants d'aniline, extraits de goudron de houille, ont divisé les artistes et les écrivains, dont certains, comme le critique anglais John Ruskin ou encore le poète-artiste William Morris, vont leur préférer les pratiques colorantes du passé, jugées plus signifiantes. Car la période est aussi aux revivals, c'est-à-dire au renouveau, qu'ils soient gothiques ou grecs. Et ce que l'on redécouvre en exhumant ces passés, ce sont aussi des couleurs jusque-là enfouies et que certains vont souhaiter cacher et d'autres réinventer. Bref, on est confronté à deux régimes d'historicité chromatique qui convergent autant qu'ils se parasitent. Et c'est précisément ce que j'entends par la notion de chromotope, d'espace-temps chromatique, que j'emprunte au théoricien du roman, Mikhail Bakhtin. Alors, pour Bakhtin, il y a en effet à l'œuvre dans tout grand roman un chronotope, soit une corrélation forte entre le temps, chronos, et le lieu, topos, de l'action. En choisissant chromotope comme acronyme de mon projet ERC, j'ai souhaité revisiter cette notion clé de narratologie en l'appliquant au champ chromatique, de façon à montrer qu'à partir des années 1850-60, la couleur se place au centre d'une pluralité de récits et que c'est même la couleur, dont Jacqueline Lichtenstein a pourtant montré qu'elle avait toujours résisté au discours, au logos, depuis Platon, eh bien c'est la couleur qui génère ces nouveaux récits. En somme, la couleur n'est plus simplement considérée comme un ornement superficiel, détail secondaire de la description ou de la toile. Et ce qui permet ce renversement, c'est l'attention nouvelle qui est portée durant cette période à la matière de la couleur. Grâce à la révolution d'aniline qui bouleverse l'Europe industrielle, on sait désormais fabriquer ex nihilo la couleur, qu'il s'agisse de colorants ou de pigments. Donc plus besoin d'extraire les substances colorantes de la nature ou de les importer des colonies. Mais ces nouvelles couleurs éveillent aussi les soupçons en termes de toxicité, par exemple. Le vert émeraude, emerald green, très apprécié des peintres pré-raphaélites en Angleterre, mais aussi de peintres plus tardifs, est ainsi composé d'arsenic. On craint également l'expression employée par George Rock dans son dernier ouvrage sur la cochenille. Oui. Désolée, petit souci d'image. Oui, très bien, merci. C'est celle-là? Oui. Voilà, donc c'est toute une nouvelle sémiotique matérielle qui se met en place durant cette période, et j'emprunte cette expression à George Rock dans son dernier ouvrage sur la cochenille. Parce que la teinte n'est plus le seul enjeu. C'est au contraire la matière qui fait ou défait la couleur. Alors, pour vous citer un exemple, Ruskin, le critique victorien que j'évoquais tout à l'heure, affirmait préférer la pourpre antique, célébrée par Homère, au nouveau magenta qui fait son apparition en 1859. À ses yeux, la première matière, la pourpre antique, est poétique car extraite de la mer, du murex. Vous en voyez un exemple ici. Alors que l'autre nous vient du charbon, des mines exploitées au nom de la cupidité humaine. Alors, la couleur, la teinte, parce qu'il s'agit ici de deux variétés de rouge profond, a beau être presque la même, un fossé idéologique sépare donc cette pourpre du magenta, selon ce penseur qui n'a eu de cesse de vilipender la révolution industrielle et ses conséquences sur les hommes et la nature. Donc le tournant matériel qui transforme aujourd'hui les humanités nous invite à nous pencher sur tous ces débats qui ont considérablement infléchi les discours autant que la pratique de la couleur au XIXe. Alors, nos recherches dans le cadre de Chromotope se placent directement dans le sillage de ce material turn, tournant matériel, qui fut également mis à l'honneur lors du dernier CIHA qui s'est tenu à Lyon. Alors, d'où mon choix de collaborer avec des chimistes et des scientifiques de la conservation pour comprendre comment la couleur fonctionne, comment elle est amenée à s'altérer au contact de l'air ou de la lumière. Donc, grâce aux analyses physico-chimiques non invasives, notamment la spectrométrie de fluorescence X, nous pouvons en effet mieux comprendre désormais la temporalité de la matière chromatique. Temporalité que William Morris avait d'ailleurs placée au centre du processus créatif au point de développer toute une poétique du fading, préférant notamment les couleurs passées des tapisseries médiévales aux teintes tape à l'œil de la modernité. Alors, cette attention à la matérialité chromatique permet par ailleurs de mettre à mal la dichotomie
strict établi au XVIIIe siècle par le critique Lessing dans son Laocoon de 1766 entre la poésie comme art du temps et la peinture comme art de l'espace. Et Lessing cite justement la couleur comme exemple de la peinture comme art de l'espace. Or, ce qu'on essaie de montrer au 19e, c'est que la couleur peut aussi se raconter et peut aussi s'inscrire dans une temporalité dès lors qu'on la pense en termes de matière. Donc, à titre d'exemple, je vous citerai le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde, un roman de 1891, où les couleurs changeantes du portrait du héros trahissent progressivement cette déchéance morale que le peintre Basil Hallward, dans le roman, n'a d'autre choix que d'attribuer à la toxicité de ses pigments. Donc il y a tout un débat dans ce roman autour de la matière chromatique et de son évolution dans le temps qui est tout à fait intéressante et qui correspond bien à tous ces débats que j'évoquais à l'instant. Et si j'insiste sur ce point, c'est que montrer et raconter la couleur de sa dimension matérielle est vraiment l'un des défis que nous avons eu à relever pour notre base de données, support par définition immatériel, mais qui est construite autour de ces color narratives, ou histoires de couleurs qui reflètent tous ces bouleversements du 19e. Alors, penser et relater le nouvel espace-temps de la couleur au XIXe siècle, à la lumière de ces transformations, est donc au cœur de notre projet Chromotop, pour lequel j'ai défini 3 objectifs, work packages, pour reprendre la terminologie européenne. Alors, je les mentionne ici car nous allons aussi les retrouver dans l'architecture de la chromobase. Alors, tout d'abord, objectif numéro 1, il s'agissait pour nous de révéler l'impact artistique et littéraire des nouvelles approches de la matérialité chromatique. Donc, pour aborder au mieux ce premier work package, nous avons choisi de partir d'une étude de cas. A book case study, en l'occurrence, l'analyse chimique complète menée par Théa Guigaud, que vous voyez ici sur cette slide, donc scientifique de la conservation à l'Ashmolean Museum d'Oxford, donc une analyse chimique complète des pigments employés par l'architecte victorien William Burgess et ses 13 acolytes, dont des peintres majeurs tels que Edward Burne-Jones, Albert Moore ou Simeon Solomon, pour la réalisation de cette grande bibliothèque, Great Bookcase, illustrant les origines païennes et chrétiennes de l'architecture, de la peinture, de la sculpture et de la poésie. Et cet objet extraordinaire se trouve à l'Ashmolean. Ce qui est fascinant avec cette pièce de mobilier polychrome, c'est que malgré sa facture qui rappelle le porche d'une cathédrale gothique et son iconographie qui mêle l'Égypte ancienne aux gisants médiévaux, nous avons découvert que les couleurs censées rendre hommage à aux polychromies du passé étaient en fait presque toutes issues de pigments industriels. Et on retrouve donc cette convergence des couleurs du passé et des couleurs de la modernité que j'évoquais tout à l'heure, vraiment au cœur de cette étude de cas, que vous trouverez également résumée en quelques mots dans la Color Narrative, l'histoire de couleurs de Théa Guigaud elle-même, sur la chromobase. Et vous la voyez ici à l'écran. Notre second objectif fut de nous intéresser aux expositions internationales du 19e siècle comme autant de moments où cette révolution chromatique s'est donnée à voir, ce que j'ai appelé en anglais « the colorscapes of modernity ». Alors, notre attention s'est notamment portée sur l'exposition de 1862 à Londres, car ce fut lors de cet événement que furent présentés au public, pour la première fois, les colorants d'anilline. Donc Jean-François Persoz, alors professeur au CNAM, fit partie du jury pour la catégorie consacrée aux nouvelles substances colorantes. La Color Narrative, histoire de couleur de notre collègue du CNAM, Anne-Laure Carré, lui est d'ailleurs consacrée dans notre chromobase. Enfin, notre dernier objectif fut de comprendre comment ces nouvelles couleurs industrielles ont permis de mettre en place de nouvelles formes de pédagogie chromatique. On retrouve ici encore le CNAM, institution clé dans la dissémination des nouveaux savoirs sur la couleur au milieu du 19e siècle, mais également la figure de John Ruskin, alors professeur d'art à Oxford, qui fut sans doute l'un des plus grands chromophiles de son temps, qui encourageait ses élèves, qu'ils soient étudiants ou ouvriers, à s'inspirer des couleurs de la nature. Et ma doctorante Stella Granier lui consacre actuellement une thèse et elle est l'auteure de la Color Narrative sur la chromobase, évoquant l'importance du bleu éthéré des gentianes chez cet auteur. Donc, les résultats de ces 3 objectifs ont d'abord été mis à l'honneur lors de notre grande exposition intitulée Color Revolution, Victorian Art, Fashion and Design, qui s'est tenue à l'Ashmolean, le musée des beaux-arts d'Oxford, l'année dernière et qui a réuni environ 150
œuvres du monde entier, déclinant toutes les formes de matérialité chromatique, hein, de la céramique à la tapisserie, en passant par l'aquarelle ou la chromolithographie. En lien avec nos trois objectifs scientifiques, nous avons mis en place les recherches, nous avons mis en avant les recherches menées par notre chimiste Théa Guigaud sur la grande bibliothèque de Burgess, qui était exposée aussi dans le cadre de cette expo. Nous avons également reconstitué voilà, des images effectivement de l'exposition. Nous avons également reconstitué la scénographie de l'exposition internationale de 1862 en réunissant de nombreux objets pour la première fois, en réunissant pour la première fois de nombreux objets qui furent présentés à cette occasion, dont la Tinted Venus de Gibson que vous voyez au fond de la slide, à l'arrière-plan. Et évidemment, mis à l'honneur les grands pédagogues de la couleur de cette époque, de Ruskin à Owen Jones. Alors, ce n'est évidemment pas le lieu ici de vous présenter plus en détail ce temps fort de notre projet, mais il m'a semblé important de mentionner notre exposition, car la chromobase est en quelque sorte le pendant numérique de cet événement. L'autre grand jalon mettant en lumière les résultats de ces 5 années de travail. J'en viens donc enfin à cet outil dont la conception a considérablement mûri au fur et à mesure de nos recherches, grâce notamment aux efforts conjugués d'Arnaud, bien plus spécialiste que moi de ces questions, mais aussi de collègues de l'Université de Pise, dont Carlo Menghini, avec qui Arnaud avait déjà collaboré, ainsi que de Westware et Studio Cascade, qui nous ont accompagnés tout au long de ce projet. Alors, je tiens une fois de plus ici à leur exprimer toute ma reconnaissance, ainsi qu'à notre ingénieur d'études Zoé Lévesque, car cette chromobase dont Arnaud va maintenant vous détailler l'architecture a largement dépassé mes attentes pour devenir un objet dont je ne pensais pas qu'il pourrait aussi bien refléter cette question de la matérialité chromatique et de sa mise en récit sous une forme accessible au plus grand nombre. Alors, comme pour l'exposition Color Revolution, notre dessin avec cette chromobase était vraiment de valoriser notre recherche au-delà du monde académique en adoptant un mode de présentation privilégiant des contenus courts et impactants, une navigation fluide et même ludique, y compris sur support mobile, sans rien sacrifier de notre discours scientifique. D'ailleurs, notre but n'a jamais d'ailleurs été de résumer des articles de recherche à travers des narratives de 500 mots, mais bien de mettre l'accent sur un aspect ciblé des débats sur la couleur au XIXe siècle, afin de montrer l'extraordinaire corrélation entre les divers questionnements chromatiques qui ont émergé durant cette période charnière. Et le choix même de la forme narrative, avec ces histoires de couleurs de 500 mots, nous a semblé la plus appropriée pour traduire cette approche littéraire héritée de Bakhtin que j'évoquais tout à l'heure. Donc, je vais maintenant prendre la parole pour entrer un peu plus en détail sur comment, grâce à ce qu'est une base de données, on a tenté de répondre aux objectifs scientifiques de l'ERC de Charlotte. Donc, pour vous rendre compte, là, on est sur la page d'accueil de cette chromobase. Donc, vous pouvez voir, je vous incite à les visiter, même, et je vais essayer un peu, effectivement, de montrer aussi comme le RC est un projet collectif, une base de données est profondément aussi un objet collectif. Et j'ai essayé, d'en faire ce peu, vu que Charlotte m'avait confié ce travail de mettre en forme cette base de données, de créer un collectif qui nous permette justement de réfléchir à ce qui pour nous en fait était très important de mettre en avant dans cette base de données. C'était en fait être en mesure de développer une ontologie narrative autour de ce concept clé d'histoire de couleur. Je reviendrai plus en détail. Ensuite, de réfléchir à qu'est-ce que veut dire aujourd'hui numériser la couleur dans le cadre d'un projet qui met en avant la matérialité de la couleur sur des archives, souvent d'ailleurs inédites du 19e siècle. Donc, quel type de données on peut mettre en œuvre et comment on les donne à voir et à comprendre à l'intérieur en fait d'une interface numérique. Et ça nous vient en fait du coup au troisième plan, le troisième axe de recherche qu'on a essayé de travailler, c'est cette question de l'interface. Quel design en fait on mettait en œuvre pour que ça soit à la fois une base de données utilisable pour les chercheurs de ce champ émergent des color studies, mais aussi accessible au grand public avec un design suffisamment fluide. Donc, c'est un petit peu ces trois aspects que je vais essayer de rentrer en détail pour essayer de vous expliquer ce qu'est que cette chromobase.
Donc, le concept en fait clé de cette base de données, qui est peut-être en fait peut-être une innovation des bases de données, c'est ce concept donc d'histoire des couleurs et qui est en fait au cœur de cette ontologie de la chromobase et qui du coup nous permet en fait de rentrer dans une façon d'organiser des données numériques qui lie précisément l'aspect en fait central des travaux de Charlotte, c'est de lier en fait le côté littéraire avec le côté matériel. Donc peut-être vous vous demandez de quoi on parle quand on parle d'histoire de couleurs, notamment en relation avec cette base de données. Et qu'est-ce que c'est en fait? Alors je ne sais pas, moi j'ai aucune idée de qui est présent aujourd'hui avec nous, mais le champ en fait de l'ontologie narrative que l'on a développé. Donc là aussi, moi, je tiens profondément à remercier donc Paul Girard et Alexis Jacomi, qui donc les responsables de la société Westware, en fait, qui ont été les développeurs de cette base de données et sans qui, en fait, cette base de données aurait été complètement impossible à penser. Et comme l'a aussi mentionné Charlotte, moi, en fait, j'avais déjà collaboré à une base de données lors d'un précédent projet européen avec donc Carlo Meghini et son équipe de recherche au sein du département d'informatique de l'université de Pise. Et c'est lui qui m'a introduit justement au monde des bibliothèques numériques et à ce concept de l'ontologie narrative. Et donc, je vais permettre de rentrer un petit peu dans ce que Carlo explique de ce qu'est donc Carlo, qu'en fait, qui a donc été l'un des labos, enfin l'équipe de recherche de Carlo qui dirige au CNR à Pise, en fait, a été l'un des membres fondateurs en fait du projet Europeana, et c'est dans ce cadre-là qu'il a développé ce nouveau concept et qu'il a conceptué donc l'ontologie narrative comme, pour le dire avec ses propres mots, une nouvelle fonctionnalité pour les bases de données. Donc, il explique que dans cet article que vous pouvez voir, notamment dans le domaine du patrimoine culturel, et c'est pour ça que ça nous intéressait particulièrement dans la promobase d'utiliser ce concept, parce qu'on devait aussi mettre en avant des archives inédites, dont notamment de nombreuses ont été exposées à l'Ashmoleam. En fait, les bibliothèques numériques regorgent de récits. Mais en fait, parce que chacun des objets numériques qui sont en fait indexés dans une bibliothèque numérique raconte une sorte d'histoire, quel que soit le support, le genre ou les types d'objets en fait qui est archivé dans une base de données. Cependant, comme le souligne Carlo, les bibliothèques numériques n'offrent pas de services relatifs en fait au récit. Et donc, par exemple, avant qu'il commence à travailler sur ce concept, il n'était pas possible de découvrir un récit, d'en créer un ou de comparer deux récits à l'intérieur d'une base de données qui, logiquement, en fait, effectivement, met en relation seulement des données et pas des données qui sont déjà éditorialisées autour d'une histoire. Euh, donc, c'était ça, en fait, son objectif, c'était d'élever les récits au rang, et là, je le cite, de citoyens de première classe dans les bibliothèques numériques. Et donc, pour Carlo Meghini, les récits doivent fonctionner comme des objets d'un type de données autonome dans la base de données distinct des autres types de données tels que les notices bibliographiques ou encore les terminologies ou les listes, en fait, d'objets, si on pense à une base de données, par exemple, du patrimoine culturel matériel, comme celle utilisée dans les musées. Et donc, ce sont les récits eux-mêmes, en fait, qui doivent devenir des objets formels permettant la formation de réseaux sémantiques concernant des événements, leurs composants formels et les objets numériques associés. Et donc, et c'est dans ce cadre-là, du coup, qu'il a développé une ontologie formelle inscrite, en fait, dans le langage et les bases de données qui permettent justement de donner au récit le cœur, que le récit soit le cœur de l'organisation de toutes les données qu'une base de données. Et donc, on a, nous, suivi ce modèle. Et ce qui était aussi très intéressant finalement, c'est que Carlo a adopté la terminologie littéraire de la narratologie. Il a emprunté lui-même justement au formaliste russe Don Bakhtin. Et donc
donc là, il y avait aussi un lien conceptuel extrêmement fort entre le projet de Charlotte Chromotop et la façon dont Carlo avait développé ce concept. Et donc, c'est aussi pour ça on s'est dit que là, il y avait quelque chose sûrement à creuser. Euh, donc, euh, donc, du coup, voilà, ce qui est important de comprendre, c'est que les composants formels de l'ontologie narrative de la chromobase consistent en une fabula. Et donc, cette fabula, elle englobe en fait euh, les événements clés de la révolution des couleurs du 19e siècle que Charlotte vient de vous présenter, qui sont donc organisés chronologiquement avec l'aspect synchronique qui est développé dans le RC entre 1851 et 1867 et conceptuellement, comme je viens aussi vous le présenter, entre trois grands objectifs qui sont comprendre donc les colorscapes de la modernité, les nouvelles pédagogies de la couleur qui se mettent en place et ce concept central de la matérialité de la couleur. Et donc, ce sont ces événements structurés autour de ces trois grands objectifs qui sont narrés à travers plusieurs récits de cette fabula qui sont appelés donc les color narratives. Et donc, ce sont ces récits qui sont liés à la fabula par des relations d'association entre les éléments catégoriels qui composent chacune de ces histoires. Et donc, il est important de comprendre que chacune des histoires de couleurs sert d'instance à l'ensemble de l'ontologie narrative de la base. Autrement dit, chaque histoire rédigée par des collègues spécialistes de chacun des champs de ce chromotope est centrée donc sur un événement chromatique spécifique et situé. C'est aussi ça qui nous tient à cœur dans cette approche synchronique, c'est qu'on pense aussi à chaque fois que c'est des approches extrêmement situées. Elle instaure donc l'ensemble en fait donc de ces récits instaure l'autologie narrative de la chromobase et crée un réseau sémantique entre donc des personnes. Alors voilà, donc, voilà, tac tac. Donc entre des personnes, des organisations, des objets, des techniques, des noms de couleurs et des événements de la révolution chromatique du 19e siècle à l'échelle européenne et dans une perspective interdisciplinaire. Donc, cette composante formelle de la chromobase est bien entendu connectée aux objets numériques qui sont exposés dans la base de données et qui renvoient soit du coup à des textes, soit en fait à des collections, plutôt des images ou des objets matériels, et qui donc questionnent l'autre grand aspect, c'est comment rendre numériquement accessibles ces archives de la couleur du 19e siècle qui sont mobilisées dans chacun de nos récits de couleurs. Et du coup, on a aussi essayé de réfléchir à une fois qu'on s'était mis d'accord en fait sur l'utilisation de ce concept d'ontologie narrative, c'était en fait de réfléchir quand même aussi comment on peut numériser ces archives de la couleur et pour aussi donner à voir en fait des archives inédites de la couleur au 19e siècle. Donc voilà, le second grand aspect, c'est cette question de la numérisation de la matérialité chromatique, parce que l'un des objectifs aussi de la chromobase, c'est de restaurer une cohérence numérique aux éléments clés donc, du patrimoine chromatique européen. Et cependant, à ce jour, comme vous pouvez l'imaginer, toutes les archives de la couleur européenne du 19e siècle n'ont pas été numérisées, loin s'en faut. Et donc, nous, on s'est concentré grâce justement à une collaboration avec l'unité d'appui à la recherche Archéovision du laboratoire Archéosciences de l'Université de Bordeaux. Et là, ici, je tiens particulièrement à remercier Paul Mourat qui a collaboré avec nous pour tenter d'expérimenter une numérisation du patrimoine chromatique, ici en l'occurrence le patrimoine du chromatique du Conservatoire national des arts et métiers.
Donc là, vous voyez ensuite comment donc, tous ces objets, vous pourrez les retrouver dans la partie objets. Et vous verrez donc qu'il y a deux types d'objets. Il y a les objets artistiques et les objets scientifiques et techniques. Et il y en a, comme vous voyez, qui sont spécifiquement numérisés pour Chromotop. Et c'est sur ce point-là que je vais un petit peu insister pour que vous vous rendiez compte des expérimentations qu'on a essayé de faire. Donc, on s'est concentré sur la plus ancienne collection de couleurs du CNAM, qu'on a nommée en fait la collection de la période persose, donc en référence, comme Charlotte l'a déjà nommé, donc du chimiste Jean-François Persose, qui a été le premier titulaire de la chaire de chimie tinctoriale au conservatoire entre 1852 et 1868 et qui a été un acteur majeur de ce tournant matériel de la couleur au XIXe siècle. Et même en fait, s'il est un petit peu oublié aujourd'hui, notamment si on prend le contexte français par rapport à Michel Eugène Chevreul, ses travaux et son enseignement étaient à l'époque une référence à la fois pour les chimistes, mais aussi pour les teinturiers, c'est ça qui nous intéressait particulièrement, mais aussi donc pour les artistes comme William Morris et Georges Seurat. Donc ce personnage en fait était aussi un personnage central dans ces rapports entre histoire de l'art, histoire des sciences et des techniques, et c'est ça aussi c'est pour ça qu'on a voulu aussi le mettre en honneur. Et donc, dans le cadre de cette première chaire de chimie tinctoriale, le CNAM, du coup, est dépositaire de plusieurs livres périodiques spécialisés et différents objets liés à l'enseignement et aux pratiques de la chimie des teintures au XIXe siècle. Et l'une des spécialités de cette collection pédagogique est d'associer donc des textes et des objets colorés, reliant donc des explications techniques sur la chimie des couleurs ou des recettes de coloris à des échantillons textiles, des échantillons de teinture ou des objets techniques. Et donc, ce qui nous intéressait, c'est que c'était ici, on avait face à des objets hybrides qui contiennent et exposent simultanément des données textuelles et des artefacts. Et donc, on était au cœur aussi de la problématique de Chromotop. Et en plus que ces objets, du coup, étant liés à une chaire d'enseignement, poser aussi la question de la transmission des nouveaux savoirs et pratiques de la teinture en Europe au XIXe siècle par l'avènement des colorants synthétiques. Et donc, toute notre problématique, en fait, ça a été de réfléchir à la numérisation de ces objets, non pas sous la forme d'images bidimensionnelles, mais en tant que véritable objet numérique, notamment donc d'une sélection de livres d'échantillons et notamment aussi de la poudre de colorant, comme ici donc la bouteille de Fuchsin de 1858 des frères Renard, le premier colorant synthétique français, ou d'autres objets techniques tels que la machine de Gade pour l'impression en quadrichromie de 1859 et son échantillon de coton imprimé. Et donc, notre objectif, en fait, qui était un objectif foncièrement méthodologique, était d'exposer numériquement et d'exprimer de manière innovante dans le monde numérique la matérialité de cette archive chromatique afin de mieux repenser sa place dans notre patrimoine chromatique. Et donc, ce qu'on a fait, c'était en fait de numériser en ultra haute définition ce que nous pensions être des informations cruciales pour penser les liens entre matérialité textuelle, matérialité iconographique et matérialité chromatique. Et comme vous pouvez voir sur l'exemple, donc on a numérisé classiquement, on pourrait dire, les collections patrimoniales de la Bibliothèque centrale du Conservatoire. Et ensuite, on a aussi numérisé les échantillons textiles qui étaient présents dans ces ouvrages scientifiques en ultra haute définition pour rentrer précisément dans la matérialité de ces objets qui sont, comme vous pouvez le voir, si on regarde en fait la page. Donc depuis la base, on peut à la fois accéder donc à l'ouvrage en entier sur la bibliothèque numérique du Conservatoire des Arts et Métiers, mais aussi rentrer dans la précision de chacun de ces échantillons textiles et de comprendre justement
ce qu'est en fait leur matérialité. Mais ce qui, vous pouvez l'imaginer, hein, c'était vraiment ça, un vrai expérimentation de recherche qu'on a juste lancé, hein, qu'on voudrait continuer à développer, c'est que ça nous pose quand même un vrai questionnement sur le problème de la correspondance des couleurs des objets patrimoniaux et de leurs jumeaux numériques et leur représentation à l'écran. Donc ça, c'est des vrais enjeux en fait de matching color, comment on fait pour que tout ça soit un petit peu cohérent. Mais ça questionne, donc ça c'est l'un des premiers aspects, mais ça questionne également la relation et les différences entre numériser la géométrie des objets et numériser la texture des objets. Et que c'est l'adéquation entre géométrie et texture qui fait en fait qu'on a un rendu suffisamment réaliste dans l'espace numérique d'un objet matériel patrimonial. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas en fait numériser et capturer les deux simultanément lors de la numérisation et que nous, en fait, on s'est concentré notamment sur la géométrie plutôt que sur la texture. Et donc, il faudrait, ça c'est un autre axe qu'il faudrait réussir à développer. Mais bon, on pense quand même que cette expérimentation en matière de numérisation des couleurs ont à la fois un impact documentaire en fait qui enrichit et améliore en fait la connaissance en fait et l'accessibilité à des collections documentaires qui n'étaient pas ou peu numérisées auparavant. Les ouvrages en fait ont été aussi numérisés de façon classique pour la base de données dans le cadre du projet Chromotop et ça a aussi un impact scientifique, on le pense, notamment permettre de comprendre en fait ce que pourrait être en fait la représentation numérique de la matérialité chromatique dans une base de données, mais aussi, c'est ça qui nous a très intéressés, de clarifier certaines relations complexes à laquelle on a souvent peu connaissance et on n'est pas introduit dans le monde des praticiens de la couleur. Par exemple, ici, c'est le cadre entre la teinture, la fibre textile et les techniques de tissage dans la perception des couleurs. Et ici, vous voyez donc qu'une fuchsine teinte est rose, mais en fait, la poudre de fuchsine pour ce tissu rose est violette. Et en fait, on a une succession de différents types de fuchsine qui, selon en fait la fibre sur laquelle cette fuchsine est imprimée ou le type de tissage utilisé pour passer d'une fibre textile teinte à un tissu, on voit justement que la couleur dont nous, spectateurs, nous faisons l'expérience est différente. Donc, on rentre là aussi complètement dans une question de qu'est-ce que c'est que la matérialité chromatique. Ce n'est pas seulement s'intéresser en fait aussi aux pigments et aux colorants, mais c'est s'intéresser en fait aux techniques de mise en œuvre sur lesquelles ces pigments et ces colorants sont utilisés par différents techniciens au sein de différentes activités professionnelles. Donc, une fois quand même qu'on avait donc réussi un petit peu à numériser une fois qu'on avait créé l'ontologie, cette ontologie narrative, réfléchi à la numérisation des couleurs et être en mesure de rentrer, mais fallait en fait aborder et mettre en œuvre un design des couleurs suffisamment justement contemporain aussi pour à la fois toucher le grand public, mais aussi pour refléter en fait ce que permet le numérique. Et c'est dans ce cadre-là, donc, cette fois-ci, on a collaboré donc, avec Julie Blanc, la designer graphique Julie Blanc du studio Cascade, que je remercie aussi chaleureusement, et qui quand même, donc Julie, qui à la fois collabore depuis longtemps avec Westware, mais qui en plus, en fait, a fait une thèse par la pratique sur cette question des publications web. Et donc, c'est elle aussi qui nous a permis de réfléchir qui nous a permis en fait de publier cette chromobase sous la forme justement d'un site web. Et c'est ça aussi qui est assez nouveau, c'est qu'en fait on croit que c'est un site internet plutôt qu'une base de données, mais que ce site web, on a cherché à le faire qu'il soit utile à la fois pour les universitaires et pour le grand public.
Donc, ça veut dire qu'il respecte à la fois les standards scientifiques, notamment, vous verrez tout à l'heure, il y a une bibliographie exhaustive de toutes les sources qu'on utilise. Ça a été aussi pensé un petit peu comme des chapitrages d'ouvrages, mais suffisamment aussi avec une interface suffisamment justement en adéquation avec ce qu'on a l'habitude de regarder sur les sites Internet pour être aussi accessible et donner envie à un public non spécialiste des color studies, notamment avec tout cet outil qu'on a essayé de développer, donc du cercle chromatique. Donc, il y a trois grands aspects dans ce design de la couleur. C'est donc l'indexation des noms de couleurs donc qui permettent, avec un nuancier associé, donc d'indexer le vocabulaire chromatique multiple utilisé dans les récits de couleurs. Donc, à chaque fois qu'un de nos auteurs de nos histoires de couleurs nomme une couleur, on l'indexe grâce donc au langage numérique de la couleur, donc hue, saturation, enfin les teintes, saturation, luminance, on l'indexe et donc on en fait une visualisation dans l'espace numérique colorimétrique. Et donc il y a ce point-là qui est un élément extrêmement important hein, pour Chromotop, cette question de comment on nomme la couleur, mais aussi on le met en relation. Donc vous voyez donc le HSV de la couleur. Ensuite, on renvoie forcément à un objet numérique à chaque fois. Et donc, cet objet numérique qui renvoie, elle, à une narrative, qui donc resitue et éditorialise en fait cet objet au sein donc d'une histoire de couleur bien spécifique, elle est aussi indexée donc dans l'un des outils de design dont on est assez content avec Charlotte, qui est donc la roue des couleurs, qui est donc cette fois-ci non pas un outil d'indexation des mots utilisés dans les narratives, mais des objets et de ces archives matérielles de la couleur sur lesquelles les chercheurs se basent pour développer des études de ce tournant chromatique de la seconde moitié du 19e siècle. La roue des couleurs, comme vous pouvez bien vous en douter, elle s'inspire des premiers systèmes de couleurs qui incluent donc la luminosité et la chroma. On est dans un système en 2 dimensions et on a tenu à ne pas justement être anachronique et aller dans les systèmes de représentation en 3 dimensions qui sont des systèmes du XXe siècle. On a tenu à rester dans le système le plus utilisé au XIXe siècle pour développer les théories de la couleur, qui est celui donc de Michel Eugène Chevreul, publié donc en 1864 dans son ouvrage célèbre Des couleurs et de leur application aux arts industriels à l'aide de cercles chromatiques, qui était préalablement donc qui s'inscrivait dans les travaux plus scientifiques qu'il avait développés dans sa publication de 1839, Les principes d'harmonie et de contraste de couleurs. Et donc, vous voyez, donc on a utilisé les 9 cercles chromatiques de Chevreul dans lesquels, en fait, vous circulez au gré des différentes archives chromatiques que chacun de nos spécialistes donc on est d'ailleurs aussi, on les remercie vivement, ont accepté de nous livrer en fait une histoire de la couleur et qui en fait permet de cartographier l'espace des couleurs de ce chromatic turn du 19e siècle et qui en fait permet aussi de montrer en quoi les technologies numériques sont aussi un outil de nouvelles fonctionnalités de mise en relation d'objets numériques, notamment par cette grande
ce plaisir qu'on peut avoir de rentrer par la couleur directement d'un point de vue visuel, alors que nous, chercheurs, on est habitués à publier des articles dans des revues scientifiques strictement textuelles et en noir et blanc, et que là, on voulait aussi, avec Charlotte, profiter de ce que le numérique avait à offrir aux Color Studies, c'était aussi rentrer dans le visuel par le visuel et par les espaces colorimétriques. Et le dernier aspect, en fait aussi qu'on a développé donc avec Julie, c'était bien sûr d'optimiser l'expérience de lecture dans le contexte des technologies web avec une typographie claire, des textes courts et donc avec un design interactif. Elle a dessiné tous les pictogrammes pour renvoyer chacune des références. Voilà, et donc peut-être, je ne sais pas, on en est où au niveau du temps? Nous avons encore 10 minutes, un quart d'heure. Donc, du coup, je voulais... Ah oui, voilà. Donc là aussi, donc, pour vous expliquer comment aussi c'est un objet donc, scientifique, hein, donc avec les bibliographies. Et puis, vous pouvez donc... Et je voulais donc... on l'a circulé un petit peu dans la base de données pour que vous vous en rendiez compte. Hop. Donc voilà, quand vous rentrez donc, sur la base de données, donc si on veut prendre le dernier exemple que j'ai montré, donc vous pouvez ensuite voir toutes les narratives qu'on a actuellement. Et pourquoi elles ne s'affichent pas toutes? Mais je voulais rentrer, bon, alors tant pis, on prend une au hasard. Voilà, c'est ça là que je voulais. Donc, vous rentrez dans une histoire de couleur, ici, donc, par notre collègue Irénée Bilbao, qui est actuellement doctorante doctorante à Jussieu en chimie des couleurs. Et donc, vous avez ici donc un texte. Et vous voyez, chacun en fait des textes vous renvoie donc ici à une institution, vous renvoie à une personne, vous renvoie à un événement. Et donc ensuite, vous pouvez donc rentrer ensuite sur un des objets de couleur, en comprendre son type de tissage. Donc ici, vous voyez, vous avez un sergé, donc un sergé de coton teint à la fuchsine. Et vous, ensuite, pouvez retrouver cet objet dans la color wheel. Donc, l'objet, il apparaît, alors bien sûr, là, il ne va pas rentrer, c'est pour ça que... Donc, voilà, dans la color wheel, vous pouvez en fait, et vous pouvez cliquer sur les objets qui apparaissent, etc. Et donc, selon les roues de couleur, vous rentrez dans chacun des objets, hop, hop, et vous pouvez ensuite repartir sur l'objet. Et sur l'objet, vous pouvez repartir sur la narrative. Et sur la narrative, vous pouvez reparler sur les personnes et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, vous voyez bien en fait qu'on est bien dans une base de données. Et ce qui est aussi intéressant, là, qu'est-ce que c'est que cette... Voilà, je voulais aussi vous montrer quand même que vous avez donc une bibliographie. Et cette bibliographie, vous avez aussi justement les liens qui vous permettent ensuite de retomber sur les bases de données où ces ouvrages sont accessibles, qui permet en fait aussi d'avoir du coup accès on est où, qui vous permet d'avoir accès au contenu scientifique sur lequel on se base pour écrire nos narratives. Et donc, hop, alors on est comme ça. On est bon là? Ouais, c'est bon. Juste moi pour conclure, avant de redonner la parole à Charlotte qui fera la conclusion générale de notre présentation, on a aussi vraiment eu bien vous pouvez vous en douter, un
point très important, c'était, comme elle a déjà nommé, mais elle va revenir dessus, aussi la conservation à long terme. Et donc, donc, nos données, bien évidemment, respectent la nomenclature de la sustainability des bases de données. Donc, elles sont organisées de manière à pouvoir être réutilisées par quelqu'un qui n'a pas participé à leur création. Elle est bien sûr produite avec des logiciels libres et en open source. Les données sont exprimées dans un format accepté par les standards informatiques internationaux. Et donc, la Chromobase utilise les technologies des données liées ouvertes, les Linked Open Data, et elle respecte donc les principes FAIR, facilité de recherche, accessibilité, interopérabilité et réutilisabilité, afin de permettre donc que les données de recherche de cette chromobase d'être documentées et redocumentées pour divers usages sans être confinées dans des silos accessibles. Et c'est pour ça aussi qu'on tenait que la base soit hébergée par le TGIR Humanum, donc ce grand service numérique durable à l'échelle européenne, et qu'on voulait aussi dans cette vision aussi de science ouverte, que ça soit une base de données collaborative, et c'est pour ça que toute personne peut contribuer à l'enrichissement de la chromobase en adressant à Charlotte et moi-même une histoire de couleur, et vous avez ici l'adresse si cela vous intéresse. Et je repasse donc la parole à Charlotte qui va faire la conclusion. Merci Arnaud. Alors je crois qu'il nous reste quelques petites minutes pour évoquer l'avenir de la chromobase. Alors on le sait, les bases de données sont à la mode. Aujourd'hui, on en trouve de plus en plus adossés à des projets de recherche en humanité, non seulement parce que évidemment cela fait sens d'un point de vue scientifique, mais aussi parce que je pense qu'il y a un enjeu énorme pour nos disciplines de gagner en visibilité auprès d'un public plus large, ce que permet évidemment l'outil numérique. Mais la question de la pérennité d'une base de données se pose aussi dès lors que le financement d'un programme de recherche touche à sa fin, et comme c'est le cas, hélas, de Chromotop aujourd'hui. Alors, c'est un problème majeur sur lequel l'ERC nous invite nous encourage à réfléchir très tôt, en même temps que les problématiques d'open access dès le dépôt de la candidature. Et parce que dans les deux cas, open access et aussi future proofing, c'est bien de valorisation et de dissémination scientifique qu'il s'agit. Alors, en ce qui concerne la chromobase, nous avons la chance, comme l'a dit Arnaud à l'instant, d'être sur Humanum, donc la question de l'hébergement n'est pas un problème, mais pour continuer à exister, il nous a quand même semblé essentiel de pouvoir nous appuyer sur d'autres projets, de façon également à ouvrir la chromobase à de nouveaux questionnements dans les années à venir. Donc ainsi, après cette première période test, où nous avons fait appel à des contributions diverses, que nous renouvelons d'ailleurs aujourd'hui, Arnaud vient de vous le dire, si vos sujets de recherche portent de près ou de loin sur la couleur et qu'il y a un éclairage que vous souhaiteriez amener sur un point précis, vous êtes les bienvenus, écrivez-nous, on serait ravis de vous publier. Mais voilà, donc nous avons fait cette première période test en nous focalisant sur un épisode, un objet, une couleur liée à une période très ciblée, celle en gros entre 1851 et 1867. Eh bien, nous sommes déjà maintenant en train d'ouvrir les frontières chronologiques et géographiques à d'autres histoires de couleurs. L'idée étant à terme d'offrir le panorama le plus large possible de tous ces débats sur la couleur autour du 19e siècle, en diversifiant toujours plus les champs disciplinaires. Par exemple, c'est quelque chose auquel on réfléchit en ce moment, avec des histoires autour de la chromothérapie qui fait son apparition à la fin du 19e siècle. On a déjà un projet avec un collègue de Montréal autour de ces questions. Donc voilà, on essaie de diversifier, d'ouvrir le champ disciplinaire et d'aller vraiment jusqu'à la fin du siècle et voire même jusqu'au début du 20e, parce que nous sommes à bien des égards aujourd'hui encore les héritiers de cette révolution synthétique du milieu du 19e siècle. Donc n'hésitez pas à contribuer si vous le souhaitez. Sachant en plus que notre base de données a cette spécificité qu'elle se crée au gré des contributions. Contributions qui tissent parfois des liens tout à fait inattendus. Donc vraiment, plus on aura d'histoire, plus ces liens seront nombreux et plus la chromobase vraiment fera sens et sera utile à nos lecteurs, qu'ils soient chercheurs, étudiants ou simplement curieux de ces débats qui portent autant sur les questions d'art, de littérature, de sciences, de religion, de genre ou de classe sociale. Vraiment, on touche à tout ici.
car en devenant synthétique, la couleur, jusque-là vraiment minorée et réservée aux élites, entre vraiment dans la modernité et le quotidien des hommes et des femmes, qu'il s'agisse du vêtement ou du mur, hein, qui commence à être recouvert de posters chromolithographiés durant cette période. Et puisque je parle de couleurs minorées, hein, jusque-là minorées, j'en arrive vraiment à ce dernier point que je souhaitais évoquer avec vous, la collaboration aussi, actuellement en cours entre la chromobase et le programme Sphinx, ce projet de consortium en SHS autour de la question de la préservation du patrimoine qui doit être déposé demain. C'est vraiment on est en plein dedans. Et s'il est financé, parce que pour l'instant, évidemment, on ne le sait pas encore, ce programme de recherche porté par Sorbonne Université et auquel le CNRS et l'INHA sont bien évidemment associés, devrait permettre à la recherche en SHS de continuer à se fédérer au niveau national et international. Et il se trouve que je coporte actuellement aux côtés de mon collègue Jean-François Laplény l'un des 13 programmes de Sphinx consacrés au matrimoine et patrimoine minoré. Et vraiment, c'est intéressant parce que la couleur a été longtemps le minoré de l'histoire de l'art. Et l'idée, c'est vraiment d'essayer d'intégrer cette réflexion que nous avons menée pendant ces 5 dernières années à ce nouveau programme, voilà, tout en collaborant avec des chercheurs et chercheuses travaillant dans ce domaine au sein de SU et de ces 26 institutions partenaires dans le cadre de Sphinx. Et nous avons vraiment souhaité que la chromobase fasse partie des bases de données associées au projet, en écho déjà à toutes les propositions fascinantes que nous avons reçues ces derniers mois. Et je vous en cite une seule à titre d'exemple. Donc, l'une de ces propositions porte par exemple sur l'aquarelle comme support éphémère à la préservation du patrimoine naturel ou archéologique au XIXe siècle. Et on espère vivement que les chercheuses et chercheurs que ce programme pourra fédérer, encore une fois, s'il est financé, pourront alimenter la chromobase afin de continuer à mettre en lumière ce moment charnière où dans ce cas précis, les questions, par exemple, de polychromie architecturale longtemps refoulées, je vous parlais tout à l'heure du revival, des renouveaux, eh bien, prennent une place nouvelle dans les débats artistiques. Donc ça s'intègre tout à fait dans le cadre de ce questionnement plus général autour de la convergence des couleurs du passé et des couleurs de la modernité, sur lequel la chromobase jette un éclairage nouveau. Donc, je pense vraiment là qu'il s'agit là d'un avenir tout à fait enthousiasmant, non seulement pour notre base de données, mais plus généralement pour la recherche en humanité et en sciences sociales. Voilà, on vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Charlotte Arnaud, vraiment de la précision dans le respect du temps, d'abord, mais aussi pour la présentation passionnante de cet objet hybride numérique qui est quand même très intéressant. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait que les bases de données soient à la mode. Je pense que les objets numériques hybrides qui permettent de la narration autour de la donnée sont à la mode. Il y a bien des raisons parce que ça permet vraiment d'élargir, comme vous le dites, les publics. Et alors que votre intervention a suscité quelques questions de la part du public, et j'invite les autres, s'ils souhaitent, à poser d'autres questions. Vous posez la question de la pérennisation. Je me demande, dans le cadre de l'ERC, est-ce qu'il y a, j'imagine qu'il y a des plans de gestion des données, donc des data management plans à soumettre lors de la candidature. Donc, vraiment, j'imagine qu'elles sont des réflexions que vous avez pu mener. Et j'en profite à ces sujets pour enchaîner 2 questions de la part du public qui concernent notamment les référentiels. Donc, cette base se constitue à partir de la narration. Donc, la narration, en effet, qui définit les éléments de la base, mais elle est censée être réutilisée, être interopérable. Est-ce que vous avez donc, demande Pierre-Yves Laborde de l'INHA, demande est-ce que vous avez établi et publié un thésaurus, vous prévoyez en effet d'établir et publier un thésaurus au format SCOS, par exemple, des couleurs de chromobase? Alors, je vais peut-être commencer avec je vais répondre très rapidement autour de la question du Data Management Plan, parce qu'effectivement, alors c'est devenu une obligation sur les nouveaux programmes du programme cadre
J'étais sur le précédent programme cadre, donc c'était fortement encouragé, mais pas obligatoire. Évidemment, on a quand même mené une réflexion autour de, voilà, de la gestion des données qu'on envisageait dans le cadre du projet. Alors, ceci dit, je ne vous cache pas qu'au tout début, au moment où on est en train de déposer le projet, c'est difficile de se projeter aussi loin et savoir exactement comment on va gérer toutes ces données que le projet va générer. Mais on a essayé, effectivement, avec l'aide du Bureau Europe de Sorbonne Université, hein, qui m'a beaucoup soutenu là-dedans. L'idée étant vraiment l'open access, absolument. C'est quand même la première priorité, hein, en termes de management des données. Et ensuite, l'idée du future proofing, hein, vraiment de la base de données. C'est comment est-ce qu'on envisage l'après-projet et notamment l'avenir de ces bases de données issues, enfin de cette base de données en l'occurrence issue de le projet. Donc, c'était pas simple, hein, parce que je ne vous cache pas qu'en 2017, on était loin de 2024. Donc, effectivement, moi, ce que j'ai fait, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, un peu rapidement, certes, que les bases de données étaient à la mode, c'est qu'il y a quand même un vrai changement par rapport au projet, on va dire, d'il y a 5 ans, où les bases de données, enfin de 5 ans auparavant, on va dire 2012, il y avait comme beaucoup moins de bases de données. En 2017, on voyait que la plupart des projets, et là je dis 80% des projets que j'ai pu lire au moment où j'ai monté mon propre projet, étaient adossés à des bases de données. Donc, il y a vraiment cette idée que voilà, les données que nos projets, que notre science génère, eh bien, elles doivent être diffusées de manière nouvelle, plus simplement par les canaux de publication classiques. Voilà, la base de données offre cet avantage extraordinaire de croiser les résultats que l'on peut obtenir de manière totalement nouvelle et surtout de toucher un public beaucoup plus large. Donc, c'est vrai que il y a eu, dans mon projet, j'ai un peu théorisé ces questions, mais de manière un peu légère. Aujourd'hui, avec le recul et l'expérience de la chromobase, j'aurais beaucoup plus effectivement de choses à dire, mais je ne vous cache pas qu'au tout début, lorsqu'on a réfléchi, je ne me suis pas non plus trop avancée. L'idée, c'était de bien savoir qu'il fallait ouvrir les bornes chronologiques de la chromobase pour essayer de faire vivre cet objet au-delà du projet. Et j'espère, ça, on compte énormément sur les contributions des chercheurs, que cet objet se fasse connaître le plus possible et que peut-être aussi la génération prochaine, hein, des chercheurs sur la couleur, parce qu'aujourd'hui, ce que je constate aussi, c'est que la couleur en général est à la mode et c'est une excellente nouvelle, je pense, pour notre champ. C'est vraiment un sujet dont s'emparent beaucoup d'étudiants en master, de doctorants. C'est vraiment un sujet qui parle parce qu'il est par essence pluridisciplinaire. Et cette nouvelle génération a tout de suite compris l'enjeu de ces bases de données. Et donc, j'espère que voilà, nos futurs doctorants, nos postdocs vont aussi nous aider à poursuivre la dissémination de tous ces données qu'on est en train de faire émerger. Voilà. Et pour répondre très précisément, alors ça va être un peu déceptif, je pense. Euh, alors, de mon point de vue, pour un thésaurus, vu que c'est une base de données collaborative qui a été lancée très récemment, hein, en décembre, lors du colloque du projet Chromotop à Oxford qui a eu lieu en décembre dernier, à mon avis, on doit encore avoir plus de collaborateurs pour être en mesure que l'extraction et qu'un thésaurus puisse faire sens. En revanche, elle est construite pour qu'on puisse faire des extractions, ça bien évidemment. Enfin, ça, alors moi, alors là, Charlotte et moi, on s'est honteusement appuyé sur Paul. Et donc, on fait confiance à Paul qui nous dit que ça suit tous les standards des bases de données. Donc, je peux vous dire que oui, on peut faire une extraction. Mais à mon avis, aujourd'hui, ça serait trop déceptif. Et donc, on espère vivement avec Charlotte. On est aussi dans cette problématique justement que les gens aussi s'en emparent et que c'est sur le temps long qu'on produira en fait des données justement intéressantes qui pourront à terme peut-être donner un thésaurus. Merci beaucoup des réponses. Moi, je pense que, à la limite, ce n'est pas le but même de créer un nouveau thésaurus, mais au moins d'aligner les concepts. Et je pense que Paul Girard et Westware ont déjà produit, sont des personnes avec lesquelles on collabore. On connaît bien, donc on sait que sûrement un alignement vers
je pense à des thésaurus normés comme les AAT du Getty ou vos entités nommées concernant les personnes et les institutions Oui, pourraient s'associer. oui, ça, bien sûr, ça suit les standards. Et c'est pour ça qu'on a fait un très grand travail sur le référencement des teintes. Et c'est pour ça qu'elles suivent les standards pour être alignées avec les standards internationaux et alignées avec les autres. Bah, ça, c'est sûr et certain. Merci beaucoup. On sort un peu du numérique, mais on reste sur l'élargissement des publics parce que Caroline Plumel nous demande, la présentation était très intéressante, elle se demande si une exposition était prévue en France. Autour de la base. Autour du projet. Le projet. Autour du projet. J'aurais beaucoup aimé qu'une exposition ait lieu en France. Alors, c'est vrai qu'on s'est lancé dans la préparation de l'exposition à l'Ashmolean, qui devait être à la base de touring show. Donc, c'est vrai qu'on avait des partenariats avec des musées, y compris à Paris, qui étaient en train de se monter. Puis le Covid est arrivé. Et ça a compliqué énormément la donne. Et en fait, il y a aussi une vraie crise aussi en Angleterre dans le monde des musées. Enfin, c'est un sujet complexe, donc on ne va peut-être pas rentrer là-dedans tout de suite, mais certains prêts n'était pas négociable pour d'autres musées. Donc, on a notamment, vous avez vu, je vous ai montré tout à l'heure sur la slide, une des slides de l'expo, où il y avait la Tinted Venus, qui est cette sculpture polychrome extraordinaire du musée de Liverpool. Voilà, Liverpool a fait une exception pour notre expo en disant, mais elle ne voyagera plus, on ne peut plus la faire bouger autant, enfin, elle fait une tonne, enfin, c'est très, très compliqué, et il n'y a plus il a plus la possibilité d'accompagner ces objets dans d'autres musées ailleurs qu'en Angleterre, et même un déplacement au sein même de l'Angleterre, c'était compliqué. Ceci dit, l'histoire qu'on a racontée dans cette exposition, il y a eu un vrai engouement de la part du grand public. Je disais vraiment, la couleur, c'est vraiment cet objet dont je pense tout le monde peut se saisir et comprendre les multiples facettes. C'était vraiment une expérience très, très intéressante. Donc, on espère à terme pouvoir faire peut-être quelque chose, raconter cette histoire du côté français. Parce que cette révolution de la couleur, elle était très centrée, comme ce titre l'indiquait, Victorian Art, Fashion and Design. On est quand même sur le monde victorien. On commençait avec une robe de deuil de la reine Victoria voilà, avec une antichambre noire. C'était vraiment l'idée que le Londres victorien, tel qu'il a été illustré, notamment aussi par Gustave Doré, était sombre, était noir. Enfin, c'est l'image qu'on a encore aujourd'hui. Et on a essayé de déconstruire cette idée de la révolution industrielle comme une révolution du noir, en montrant que cette même révolution industrielle a aussi produit de la couleur, parce que les colorants de synthèse sont extraits du charbon, donc de la matière noire, sale par excellence. Donc cette sorte d'alchimie était tout à fait passionnante. Et évidemment, il y a une rivalité très forte, notamment autour de ces grandes expositions internationales qu'on évoquait à l'instant entre la France et l'Angleterre. Et voilà, la mauvéine, qui est le premier colorant en 56, fait très vite le magenta, enfin la fuchsine. La fuchsine, telle qu'elle est, pour reprendre son nom chimique, qui est mise en place 2 ans plus tard en France. Voilà, il y a une rivalité entre les teinturiers lyonnais et les teinturiers londoniens. Donc, effectivement, on peut raconter cette histoire côté français et je serais ravie de le faire. Donc, c'est quelque chose qu'on a en tête. Peut-être une exposition plus petite. On a un projet de musée de la couleur à Sorbonne Université qui, j'espère, verra le jour bientôt. Et ce serait un très beau projet pour ce futur musée. Mais effectivement, c'est quelque chose auquel on réfléchit. Merci beaucoup, Charlotte. Je réponds moi la parole pour une question que je me pose parce que j'ai bien aimé le dernier point sur ouvrir chronologiquement et géographiquement le périmètre de cette base, donc de nouveaux projets, etc. Et j'avoue que lors de la présentation, j'étais assez étonné que vous n'ayez pas poussé au fond la métaphore que vous avez utilisée parce que vous vous basez sur les chronotopes, bon, en effet, qui sont une émulation des sections des biotopes dans une discipline qui est complètement différente. Ensuite, j'imagine que comme on a imaginé des colorscapes, donc le paysage des couleurs, moi j'imagine des écosystèmes et donc des chronosystèmes. Mais pourquoi ne pas pousser à la limite vers la définition de la chromodiversité? Et donc, on est parti de la définition de la couleur comme un enjeu culturel et idéologique. Est-ce qu'on pourrait utiliser cette base ou des bases plurielles pour définir ces genres des systèmes selon
la période et la culture dominante? C'est vraiment une question large, mais c'est une suggestion. Je vous laisse, si vous avez... Je pense qu'on va peut-être des éléments tous les deux. Oui, sur la question de la diversité, le biotope, ça aussi c'était un élément qu'on a beaucoup développé dans le cadre de l'exposition. Il y a l'expo, il y avait toute une partie, il y a un catalogue d'ailleurs, si cela vous intéresse, autour de Darwin et les théories. Darwin a été assez peu lu au prisme chromatique, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il réfléchit aux couleurs notamment des pans, mais aussi d'autres animaux et l'évolution. Voilà, utiliser par exemple les couleurs des fleurs comme étant non pas, comme Ruskin voulait le croire, un signe de la beauté de la création, mais un moyen d'attirer les insectes. Voilà, et très important dans l'idée de la sélection, sexual selection. Hein. Donc voilà, c'est très intéressant. Donc il y avait tout un truc sur la diversité, parce qu'évidemment, diversité du vivant et cette question de la couleur et comment le vivant a été aussi approché en termes chromatiques durant cette période. Ma doctorante Stella Granier, que j'évoquais tout à l'heure, travaille justement sur les écologies de la couleur. Donc il y a tout cet aspect-là qui, je pense, est quelque chose dont on doit se saisir, qui n'apparaît effectivement pas encore dans la base de données, mais c'est une très belle idée en termes d'organisation. Je ne sais pas, Et toi, puis tu t'intéresses oui, c'est ça. au naturalisme. C'est vraiment, effectivement, ça va apparaître, de toute façon, parce que je pense que d'ailleurs, le prochain colloque de Chromotop, il y aura des aspects sur cette question, relier aussi sciences naturelles et sciences de la culture, notamment au 19e siècle. Moi, je suis aussi là de préparer une prochaine journée d'études sur rouvrir les discussions entre justement la peau et la couleur avec une collègue historienne de l'art, Lucia Piccioni, qui est au Centre Alexandre Coiré. Et du coup, moi, effectivement, là, depuis que je travaille maintenant du coup, au Muséum d'histoire naturelle, pour développer un programme aussi d'anthropologie générale de la couleur qui relie en fait aussi les questions de biologie et de culture autour de ces problématiques. Et l'idée, comme je vous dis, c'est que, moi en tout cas, j'ai tenté de penser la chromobase justement comme collaborative pour être en capacité, comme le dit Charlotte, de fédérer en fait toutes les personnes qui s'intéressent à ces questions. Et comme elle a dit, il y a même cette nouvelle publication au CNRS édition sur les couleurs du vivant d'un point de vue d'un biologiste du muséum qui a retravaillé sur cette question. On a notre collègue Caroline Van Eyck à l'université de Cambridge qui a ce gros programme sur le camouflage auquel moi j'ai aussi été associé et qui traite aussi ces questions. Enfin, ça va apparaître. Ça va apparaître, mais en fait, on s'est quand même focalisé voilà, sur faire une base de données qui donne envie et qui soit aussi suffisamment souple pour permettre justement d'accueillir toutes ces manifestations. Et on n'a en fait qu'une toute petite portion même des recherches qui ont été menées au sein de Chromotop. Il y a vraiment là, voilà, parce que c'est aussi sur le temps de nos collègues, et donc plus ensuite donc Zoé Lévesque, qui est notre ingénieur d'études, qui rentre toutes ces données. Ça prend aussi tout ça un temps, parce qu'en fait, il faut aussi avoir, vu qu'on a cet aspect visuel d'indexation colorimétrique, etc. Et donc, en tout cas, oui, c'est un champ et j'aime beaucoup cette question de la chromodiversité. Et on est en plus aujourd'hui, d'un point de vue des sciences de la vie, il y a un renouveau aussi, notamment par les apports de la génétique, hein, qui renouvelle aussi complètement l'approche d'un évolutionnisme un peu simple qui aurait pu être émergé au 19e siècle, mais dont quand même on a besoin aussi de réouvrir les dossiers. Et donc, oui, ça... Merci beaucoup. Et au vu du fait qu'Arnaud, vous avez évoqué l'indexation colorimétrique, il y a une question de la part du public. Il demande, est-ce qu'un soin particulier a été porté sur la colorimétrie et l'étalonnage de toutes les images du site? Ah, hélas, eh bien, pour l'heure, non. Pour être totalement honnête,
Comme vous le C'est une savez, question que tu as soulevée, hein, bien exactement. évidemment. On a soulevé. On a soulevé ça. Comme vous le savez, ceux qui s'intéressent un petit peu à ces questions de technique de coloration, c'est un chantier infini. Euh, donc, on l'a fait c'est pour ça qu'on l'a fait pour les images qui ont été spécialement numérisées pour la chromobase, c'est-à-dire cette archive inédite du Conservatoire national des arts et métiers. Donc ça, on a pu le faire parce qu'en fait, on a pu, et ça aussi, il faut rentrer dans les préoccupations plus bassement matérielles de la recherche. Grâce au DIM STCN, on a eu un financement qui nous a permis de lancer cette expérimentation sur la numérisation. Mais en fait, ça serait un programme de recherche à part entière de réfléchir à cette interopérabilité aussi de la couleur numérique. Et on sait, il y a eu des programmes de recherche menés au C2RMF en lien avec l'école Louis Lumière. Notamment, c'est porté par l'Académie des sciences américains. C'est extrêmement complexe. Et donc, il faudrait mobiliser en fait un programme de recherche à part entière pour être en capacité de le faire. Merci beaucoup. Et encore une fois, ça enchaîne parce que vous venez de parler d'interopérabilité et donc des données, aussi vous avez parlé des données liées, etc. Nous avons vu pendant la présentation une belle image de la proposition faite par Carlo Meghini de l'ontologie narrative. Est-ce que l'ontologie, nous demande Pierre-Yves Laborde, est-ce que l'ontologie est utilisée par ces projets sera un jour publié sur les sites ou exposé pour que d'autres puissent l'utiliser? Alors, on a un projet là de participation avec Paul à un colloque en humanité numérique qui aura lieu donc au Portugal Je crois que c'est Portugal. l'an prochain parce que justement, on doit co-publier déjà un article sur cette question pour effectivement ensuite le rendre accessible aux collègues qui inscrits dans le champ des humanités numériques. Donc, ça va arriver. Et encore une fois, vous citez des colloques. Et la dernière question concerne des conférences. C'est Caroline Plumel qui demande, est-ce qu'il y aura d'autres conférences sous la couleur des prévues? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'Arnaud a déjà fait référence au gros colloque qui a coïncidé avec l'exposition à Oxford, donc qui s'est tenu aussi à Oxford. Le colloque, ça s'appelait Color Matters, hein, je le cite parce que, évidemment, la question de matérialité chromatique était au cœur de ce colloque qui a quand même réuni, enfin, on a eu 300 personnes. C'était vraiment un gros événement qui était en hybride et tout a été enregistré. Donc, et tout est accessible sur le site de Chromotop. Si vous allez dans l'onglet Color Matters 2023, vous verrez Recordings et donc tout est enregistré. Donc, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez vous replonger là-dedans. Donc ça, c'était vraiment un gros événement, gros moment du projet. Et on va avoir le colloque de clôture qui va se tenir à la Sorbonne et au CNAM, donc en juin, le 26, 27, 28 juin 2025, et qui s'appelle Chromatic Encounters. So color from early modern to modernist literature. Donc c'est vraiment l'idée. Alors là, c'est un focus plus expérimental et peut-être plus ciblé que le gros colloque Color Matters qui était très pluridisciplinaire. Celui-ci le sera aussi, mais il aura un focus textuel. Et c'est vrai qu'on va se poser aussi la question des narratives, comme on l'a fait aujourd'hui avec vous. Mais c'est vraiment l'idée de interroger la place de la couleur dans le texte, pas seulement au 19e, donc là aussi on ouvre les bornes chronologiques, puisqu'on va de early modern, c'est-à-dire du 16e, le début de la culture imprimée. On va de l'imprimé à la période moderniste, donc on va s'arrêter autour des années 1920, parce qu'il faut s'arrêter quelque part, hélas. Et c'est vrai que ça va être un questionnement intéressant, parce qu'une des choses moi qui m'a interpellée, je vous disais dans ma présentation que les études littéraires, donc, qui sont les miennes, enfin, dans lesquelles je m'inscris, n'ont pas vraiment investi le champ des color studies, et pour une raison
peut-être toute simple, c'est que dans le texte, en fait, on ne voit pas la couleur, à moins que le texte soit illustré, bien sûr, ce qui était de plus en plus le cas au 19e. Et la question de l'inscription de la matérialité chromatique dans un texte en noir et blanc sur une page blanche, c'est vraiment une question qui se pose et que les auteurs de la fin du 19e, d'ailleurs, se sont posés de manière très intéressante, notamment les symbolistes. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on souhaiterait un peu explorer de manière plus large, avec différents supports textuels. On parlait de l'interface avec les sciences naturelles, etc. Il y a des choses très, très intéressantes qui peuvent se faire autour de ça. Donc, oui, vous êtes les bienvenus. Ce sera un colloque ouvert à tout le monde, gratuit, comme toujours, hein, pour les événements associés au projet, et qui sera aussi en hybride. Donc là, on pourra assister de partout. Un dernier commentaire de la part de Stéphanie Roland, que je félicite, quel travail intéressant, vraiment. Merci de nous avoir présenté cette base et toutes ces possibilités. Je passe l'envoi à mes collègues étudiants en histoire de l'art et culture visuelle de l'Open University. Super. Donc, ça nous mène vers la fin de cette séance. Encore une fois, merci Charlotte et Arnaud de cette présentation. Merci à tout le monde d'avoir assisté à cette séance que je vous rappelle sera retransmise d'ici une semaine sur la chaîne YouTube de l'INHA. Et je vous donne rendez-vous au lundi 18 novembre 2024 pour la prochaine séance de lundi numérique qui sera consacrée aux usages du numérique en iconographie rupestre et mythologie avec Jean-Louis Lequelec de l'Institut du monde africain. Merci beaucoup et au revoir. Merci.